Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, voici tout de suite les titres de ce jeudi 20 janvier. Le pass sanitaire devrait se transformer en pass vaccinal. Les stations de ski sont prêtes à adapter leur dispositif. La nouvelle mesure pourrait entrer en vigueur dès ce week-end, elle ne pose pas de problème particulier à la station de Pras-sur-Arly. Suite de notre série de la semaine, ils sont les coiffeurs et les coiffeuses de demain et ils se forment au CFA de Chambéry, seule structure préparant au métier de la coiffure en Savoie. Rencontre à suivre avec ses apprentis et leurs formateurs. Le pass sanitaire a peu impacté la fréquentation en station. Il devrait en être de même pour le pass vaccinal qui devrait être nécessaire pour accéder aux pistes prochainement. Le Conseil constitutionnel doit encore valider cette mesure du gouvernement visant à limiter la propagation du virus de la Covid. À Pras-sur-Arly, le personnel est prêt pour adapter le dispositif et renforcer les contrôles. Marine Schneider s'est rendue sur place. Reportage. Bonjour. Vous contrôlez votre passe sanitaire, s'il vous plaît. Du coup, c'est bon. Nécessaire pour accéder aux pistes, le pass sanitaire est devenu le sésame pour Voilà, un petit souci technique. Nous essaierons de revoir ce reportage de Marine Schneider qui sera à retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux. Elle était spécialisée dans le décolletage, mais depuis 2 ans, l'entreprise Savoie International produit des masques basés à Cluses. Elle va bientôt doubler ses capacités de production face à la flambée du variant Omicron et à la demande croissante. Elle va ainsi produire 2 millions de masques FFP2 par semaine. Je vous propose d'écouter à ce sujet Arthur Alamand, le directeur commercial de l'entreprise, qui répondait aux questions de Lucas Ruche. Alors en fait, on a remarqué que depuis le début du mois de décembre, on a eu une augmentation de la demande sur les masques FFP pour se protéger face au variant Omicron qui est plus virulent. Et donc progressivement, on a augmenté notre capacité de production sur le mois de décembre et le début du mois de janvier pour arriver à 1 million de masques FFP produits par semaine, avec un objectif d'arriver à 2 millions de masques FFP produits par semaine prochainement. Il y a la qualité qui plaît, il y a l'origine, de savoir que c'est fait en France, qu'on peut avoir confiance en la qualité. Et puis, il y a également le fait de savoir qu'on a une empreinte carbone qui est largement plus faible avec un masque qui est produit en France, puisqu'on ne fait pas parcourir des milliers et des milliers de kilomètres par bateau à un produit qu'on utilise 4 ou 8 heures d'affilée et qu'on jette. Dans l'actualité également, le mouvement de grève des enseignants a été nettement moins suivi ce jeudi, mais certains ont tout de même exprimé à nouveau leur désarroi et ils l'ont fait en organisant un peu partout des rassemblements sur le thème d'Ibiza. Vous le savez, Mediapart a révélé que le ministre de l'Éducation avait annoncé le protocole sanitaire pour les écoles depuis son lieu de vacances dans les Baléares, une révélation qui exaspère le corps enseignant éprouvé par la crise sanitaire. L'incompréhension et la colère montent chez les professeurs. Lucas Ruche et Antoine Rice ont suivi le mouvement organisé à Chambéry. On écoute quelques réactions. Nous, on continue à dénoncer le mépris avec lequel le ministre nous traite, les informations qui nous sont communiquées par voie de presse payante, le manque de moyens dans les écoles. Ce matin, j'avais 9 élèves en classe, je crois, sur un groupe de 22. Tout ça parce qu'ils sont soit en train de courir après des tests, soit parce qu'ils sont positifs. C'est pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Les revendications, la colère qui s'exprime depuis la semaine dernière, ça va bien plus loin que la crise sanitaire et les protocoles. C'est vraiment très profond, on est sur des questions de fond. On est sur le fait que le service public de l'éducation nationale, il est en souffrance, comme peut l'être par ailleurs l'hôpital public, et qu'il est vraiment temps de rompre avec les politiques néolibérales et les politiques d'austérité. C'est ça en fait le vrai virus qu'on doit combattre, c'est cette politique néolibérale qui nous met vraiment à mal. Donc on continue encore une fois de réclamer ce plan d'urgence pour l'école, parce que depuis le 13 janvier, même si la mobilisation était historique, concrètement pour l'instant sur le terrain, rien n'a changé.
Il est le seul centre de formation pour la coiffure en Savoie. Le CFA de Chambéry accueille 170 futurs coiffeurs et coiffeuses en CAP et en brevet professionnel. Au cours de leur formation en alternance, ils apprennent les techniques, mais aussi l'exigence et le savoir-être indispensables dans ce métier. Pour le 3e volet de notre série, nous sommes allés à la rencontre de ces apprentis et de leurs formateurs. Regardez. La tenue du rasoir, c'est comme ceci. C'est pas comme ça. Zoé, Rebecca, Lucie ou encore Corentin se destinent au métier de coiffeur. Leurs premiers pas dans le monde de la coiffure, ils les font ici au CFA de Chambéry. Apprentis, ils alternent des périodes en milieu professionnel et des semaines de cours pratiques et Je théoriques. lisse mon cheveu à contresens et je viens le caresser. Zoé a hérité de la passion pour la coiffure de sa grand-mère. Elle est super fière de moi, ma grand-mère. Elle est super en plus. Et puis elle peut aussi me montrer et m'apprendre ce qu'elle a appris elle en retour. Donc vraiment, et puis elle, ça lui fait trop plaisir que, voilà, comme je suis sa petite fille, me voir dans la même passion qu'elle, bah, ça lui plaît, quoi. Puis moi, de lui faire plaisir, bah, ça me plaît aussi. Et puis elle me donne des conseils, puis elle me montre. Quand je suis un peu démotivée, des fois, elle me dit « Ah, ça va aller, ça a toujours été comme ça ». Et puis elle me motive à son avis à elle. En 2e année de CAP, Zoé acquiert les bases du métier sur ses têtes à coiffer et sur des modèles volontaires sous la supervision de ses professeurs. Ils sont là pour justement faire des erreurs, apprendre à les corriger. Voilà. En salon, ils vont avoir des modèles, on va être derrière eux, donc il y aura moins d'erreurs. Voilà, ça sera des petites erreurs qui seront vite rectifiées. Là, sur une tête, bon, les implantations sont déjà différentes, mais voilà, s'ils font l'erreur, c'est pas grave. On essaye de corriger, parfois on n'y arrive pas, mais c'est le but. 170 jeunes sont formés en coiffure dans l'établissement. Les gestes doivent être précis, les techniques bien rodées, mais un bon coiffeur est bien plus que cela. On a quand même un métier où il faut être très à l'écoute du client ou de la cliente, comprendre ses attentes, et puis après c'est la maîtrise du travail. Voilà. Il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail personnel. Après leur CAP, ces élèves pourront poursuivre leur apprentissage en brevet professionnel ou en bac pro. Pour se perfectionner, ils pourront même intégrer un brevet de maîtrise ou un BTS. Le CFA de Chambéry reste pour le moment le seul établissement formant au métier de la coiffure en Savoie. Je vous le disais en titre, le pass vaccinal va bientôt entrer en vigueur si le Conseil constitutionnel le valide. Il a peu impacté, le pass sanitaire en tout cas a peu impacté la fréquentation en station. Les stations qui sont prêtes pour cette nouvelle mesure, comme l'a constaté Marine Schneider du côté de Pras-sur-Arly. On regarde donc son reportage. Vous contrôlez votre passe sanitaire, s'il vous plaît. C'est bon. Nécessaire pour accéder aux pistes, le pass sanitaire est devenu le sésame pour glisser cet hiver. Au pied des remontées mécaniques, Mathieu s'improvise contrôleur de passe cette année. Il veille à ce que les skieurs soient en règle, sinon pas de glisse. On peut les refuser à l'entrée, mais on ne peut pas les verbaliser. On peut les rediriger vers la caisse pour voir avec leur forfait, pour voir ce qu'on peut faire ensuite, s'ils peuvent se faire rembourser ou pas. Car si le pass sanitaire est obligatoire, le contrôle, lui, n'est pas systématique. Ce matin, près de 300 passes ont été vérifiés, soit plus d'un skieur sur 4, aussi bien sur le domaine qu'à l'entrée aux caisses. On leur demande, quand ils arrivent, s'ils ont leur pass sanitaire sur eux, ils nous le présentent. Tous ceux à qui on demande, ils nous le présentent. Et on les prévient aussi que s'ils n'ont pas eu de contrôle forcément aux caisses, ils vont en avoir de toute manière ailleurs sur le domaine. Si le pass sanitaire est aujourd'hui la norme, il pourrait bien se transformer en pass vaccinal d'ici la fin de semaine. Et pour la plupart des skieurs, le vaccin est la clé pour sortir de la crise. On n'est pas contre la vaccination, au contraire. Moi, j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est de se faire vacciner pour qu'on s'en sorte. Là qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ça paraît pas très logique, mais quand ça va être les vacances scolaires ou qu'il y a beaucoup de monde dans les queues ou dans les bus, ça peut paraître normal. Moi, je suis tout à fait pour, et d'ailleurs, je discute plus avec les anti-vax, et je ne comprends pas cette irrationalité ou ce débordement de type complotiste contre le vaccin.
Une incertitude qui paralyse l'organisation d'événements sur la station. Le Conseil constitutionnel devrait se prononcer ce vendredi. Quoi qu'il arrive, si vous voulez chausser vos skis cette semaine, n'oubliez pas votre passe. La Savoie, couleur du monde, c'est le nom de l'appel à projet lancé par le département de la Savoie. L'initiative vise à aider les Savoyards qui s'engagent dans la solidarité internationale en leur permettant de concrétiser leurs projets. Les porteurs d'idées ont jusqu'au 30 mars prochain pour envoyer leur dossier de candidature à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Toutes les informations sont à retrouver sur le site savoie.fr. Et la solidarité internationale, nous en parlons d'ailleurs avec mon invité du soir. Il s'agit de la présidente de l'association NK Seeds, Mélissa Lancement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. NK Seeds, c'est une association clusienne, active principalement au Laos. Comment et pourquoi vous avez créé cette association ? Alors, j'étais pas du tout partie en fait en 2018, juste après. Enfin, j'étais partie 1 an en Australie et puis je suis revenue en France. Et en 2018, j'ai décidé de repartir à l'étranger. Et du coup, j'avais dans l'optique de partir en Nouvelle-Zélande 1 an. Et en allant en Nouvelle-Zélande, je me suis dit, je vais m'arrêter en Indonésie pour visiter. Une amie m'en avait beaucoup parlé quand j'étais en Australie, puis elle me dit que c'était un pays chouette à visiter. Donc je suis partie à Bali et puis quand j'étais à Bali, j'ai fait tout de suite la rencontre de 2 personnes avec qui j'ai continué à voyager pendant une quinzaine de jours et puis ensemble on a une journée loué un scooter pour faire le tour des lieux et puis on a atterri près d'une petite école où on a décidé de s'arrêter et puis moi j'avais des stylos que j'avais pris avec moi de mon ancien travail, m'avait donné une centaine de stylos puis il m'a dit voilà, quand tu pars en voyage tu pourras les donner à des écoles. Donc c'est ce qu'on a fait et puis quand on est arrivé dans cette école on s'est fait accueillir du coup par un des professeurs qui nous a fait entrer dans une classe et puis donc il nous a présenté les élèves et on a distribué les stylos. Ensuite, il nous a emmenés voir une autre classe. Il y a plein d'enfants qui sont arrivés et puis on a distribué les stylos. Et puis à ce moment-là, je me dis c'est assez incroyable de voir l'énergie des enfants. Puis le fait d'être aussi content d'avoir un stylo, je me suis dit c'est assez incroyable. Et c'est à ce moment-là que mon projet de voyage touristique s'est transformé en projet de voyage plutôt solidaire. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé du coup de monter une association pour pouvoir continuer à voyager et puis tout en pouvant aider certaines personnes. Donc au début, je me suis arrêtée dans un orphelinat en Malaisie. Donc j'ai finalement décidé de ne pas partir en Nouvelle-Zélande. J'ai continué à voyager en Asie du coup avec ces personnes-là. On s'est arrêté en Malaisie, on a distribué des vêtements, on a fait quelques petites actions. Et puis, je m'étais inscrite sur un site d'échange culturel qui s'appelle Elpix, qui permet de rencontrer des gens un peu de partout qui ont des projets puis qui ont besoin d'aide. Donc, je me suis inscrite puis j'ai rencontré du coup Sabou, qui est du coup un des Laotiens porteurs de projets avec qui j'ai monté cette école. Donc, quand je lui ai écrit, il m'a expliqué que lui, il enseignait l'anglais chez lui, que c'était important pour le village et pour les enfants, que ça leur permettait ça leur ouvrait des portes sur l'avenir et puis et du coup j'ai trouvé ça chouette et puis je me suis dit son projet me parle, j'ai pas vraiment je savais pas vraiment si j'allais en Nouvelle-Zélande ou pas, j'avais juste envie de voyager puis ce projet me parlait donc j'ai pris mon sac à dos puis je suis allée au Laos. Et donc vous avez créé une école qui aujourd'hui compte 150 élèves. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous attendiez à développer ce projet à ce point ? Non, pas du tout. Quand tu es arrivé, c'est vrai que lui, il avait rien qui était mis en place. Il enseignait chez lui, donc il a fallu tout mettre en place. Donc on a dû construire une première classe. Et donc c'était compliqué au début parce qu'il a fallu lever des fonds, donc c'était difficile. Comment vous avez fait ? Parce que vous êtes toujours très jeune. Comment ça s'est déroulé justement pour trouver ces fonds, monter cette école de toutes pièces ? Alors au début, j'essayais de lancer des cagnottes en ligne, essayer d'en parler un peu à mon entourage. Puis c'est vrai que quand j'en parlais sur les autres, tout le monde me disait que c'était un peu fou comme projet, puis personne y croyait vraiment. Donc au début, ça a été difficile de trouver des personnes motivée à me suivre et à m'aider à financer cette école. Donc j'ai dû investir moi au début dans le projet. Donc j'avais un peu d'argent de côté que j'ai du coup mis dans cette classe.
Et puis quand je suis rentrée, du coup, l'été d'après, donc on a ouvert la classe, il y a eu des enfants qui sont venus, j'ai pu mettre des photos sur les réseaux. Et du coup, quand je suis rentrée en France, les gens ont vu que vraiment le projet avait fonctionné, qu'il y avait vraiment une école, que c'était pas du fake. Et puis du coup, les gens m'ont fait confiance. Et puis c'est après qu'on a commencé à démarcher des partenaires. Et puis les gens ont commencé à entendre parler de l'association. Aujourd'hui, vous parlez de toute cette aventure dans un livre, Construis-moi une école. Pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire dans un livre ? Eh ben, j'avais envie de raconter mon parcours, de montrer un peu les étapes de création de cette école. C'était important pour moi de pouvoir transmettre tout ça, de montrer aussi la difficulté que ça a été pour moi seule dans un pays étranger où surtout je parlais pas leur langue, eux ils me comprenaient pas, donc c'était difficile de se comprendre. Et puis ça a été aussi une manière pour moi de faire un peu le deuil du Laos, parce que quand il y a eu le Covid, du coup en 2020, on a dû rentrer, on était une équipe de Français expatriés, on a dû rentrer. Et du coup ça a été un peu le coup dur parce que le projet était vraiment au top et on était à 100%, il y a tout qui allait vraiment bien, on avait 9 classes, enfin vraiment c'était super et du coup on a dû du jour au lendemain rentrer. Donc ça a été... Comment ça se passe depuis ? Est-ce que vous êtes toujours en lien ? Vous avez pu y retourner ou vous suivez ça à distance ? Non, pas encore. Ça fait 2 ans justement qu'on n'y est pas retourné. Du coup, on suit à distance. Les professeurs, on les a souvent en visio. Et puis du coup, ils continuent les cours malgré la situation, même si c'est compliqué pour eux. Puis qu'il y a du coup plus de bénévoles étrangers qui viennent donner des cours, mais ils continuent. Donc on fait des événements ici caritatifs. On leur envoie des fonds. Et puis, mais c'est un beau cadeau. Le projet continue toujours. Donc c'est ce qui est le plus important, je pense. Est-ce que si on peut vous aider, par exemple, si le public qui nous regarde a envie de vous donner un coup de main, comment on peut faire ? Eh bien, s'il y a des personnes qui veulent faire du bénévolat en France, voilà, ils sont le bienvenu parce qu'on fait beaucoup d'événements caritatifs. Et puis après, il y a un site internet où on peut faire des dons. Et puis il y a aussi le bénévolat au Laos qui ouvrira bientôt, j'espère, d'ici quelques mois. Est-ce que vous avez d'autres projets encore pour l'école, d'autres ouvertures, d'autres initiatives ? Oui, alors déjà on aimerait bien retourner pour pouvoir pérenniser le projet, essayer de mettre en place des activités génératrices sur place pour qu'ils puissent eux financer le projet depuis Laos. Et puis après c'est vrai qu'on a envie de voir grand, de faire d'autres écoles. Dans d'autres villages, d'essayer d'élargir tout ça. Mais je pense que le plus important pour l'instant pour nous, c'est d'y retourner et de pérenniser ce qu'on a déjà fait. Ouais. Et ce livre, est-ce que vous l'avez déjà un petit peu présenté ? Vous allez continuer à le faire découvrir, à faire découvrir aussi ces enfants et ce pays ? J'imagine que c'est ce qui est important pour vous. Ouais. Pourquoi c'est si important pour vous de mettre en lumière aussi ces difficultés auxquelles peuvent être confrontés les enfants là-bas ? Moi, c'est vraiment un pays avec lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur. Puis c'est important pour moi de montrer que c'est pas, qu'on a de la chance ici, puis que c'est pas facile partout dans le monde et que voilà, avec une petite graine, on peut tous faire quelque chose. Puis que c'est chouette de pouvoir partager. C'est un peu le message que vous mettez en avant dans le livre finalement, que tout est possible. Tout est possible. On y croit. C'est ça. Et on terminera en tout cas sur ces paroles positives. Merci beaucoup Mélissa Lancement d'être venue nous voir et bon courage pour la suite de votre aventure. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans quelques instants, vous retrouvez bien sûr la météo présentée par Thierry Paulme. Et puis vous avez rendez-vous avec le dernier épisode de notre panorama consacré aux 60 ans de la Plagne en Tarentaise. Je vous retrouve demain à 18h pour le dernier JT de la semaine. Prenez soin de vous. À demain.